Bonjour, aujourd'hui je suis avec Sébastien, avec Étienne et avec Médoc et nous allons parler du jeu Evoland, un jeu indé français qui parodie un petit peu l'univers du RPG. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Evoland, est-ce que, Médoc, tu peux nous faire le pitch? Wow. Vu que tu as fait la critique. Ok, alors c'est vraiment c'est spécial, mais c'est complètement accrocheur. Evoland, tu commences, d'une manière générale, l'histoire, on est d'accord, c'est une histoire de level 1. C'est le monde est en danger, tu dois le sauver. Voilà. C'est ça. Le truc qui tue dans Evoland, c'est que tu vas débloquer des éléments, des mécaniques de game system et même des éléments essentiels aux jeux vidéo en ouvrant des coffres. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, tu commences avec la possibilité d'aller uniquement à droite et donc tu vas ouvrir un coffre et il dit c'est bon, maintenant tu peux aller à gauche. Puis tu ouvres le coffre, puis après tu ouvres un coffre qui va te donner la musique, un coffre qui va te donner le scénar, un coffre... Et par la suite, t'as des dialogues, des PNJ, t'as du RPG, t'as du combat au tour par tour, t'as du action, aventure, puzzle façon Zelda, tout ça. Et c'est un mélange de plusieurs références, des jeux qui parlent aux gens, principalement FF7, FF8 pour le triple triade. Et puis aussi, mais ça va de ça au hack and slash. Enfin, il y a des choses vraiment très marrantes et très intéressantes dans Evoland. Et donc, vous êtes créateur de ce jeu, Evoland. Donc, la structure s'appelle Shiro Games, qui est derrière. Shiro Games a été créé, je crois, pour sortir un petit peu Evoland. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la création de la boîte ? C'est un peu compliqué en fait, c'est-à-dire que, enfin un peu plus compliqué que ça en tout cas, à la base Evoland, c'était pas vraiment le premier projet de Shiro Games. On a monté Shiro Games avec Nicolas Canas avec pour but de faire des jeux, en l'occurrence des jeux multijoueurs et en ligne, donc pas exactement Evoland. Mais en fait, on va peut-être en parler plus tard, mais la genèse d'Evoland a fait qu'on a eu une opportunité à ce moment-là de travailler un peu plus dessus. Et c'était aussi une opportunité de rôder un peu l'équipe, puisqu'on venait de la monter en novembre. En 2012. 2012, tout à fait, ouais. Et donc voilà, donc Evoland, c'est plus l'exception que la règle dans ce que veut faire Shiro Games, on va dire. Très bien, parce que justement, ton background à toi, en particulier, c'est vraiment le jeu en ligne. Donc tu as travaillé en tant que président Europe de Nexon Europe, je crois. NCSoft Europe. NCSoft Europe, pardon. Et tu as également travaillé chez Goa. Tu as même été journaliste pour jeuxvideo.com. Tout à fait. Il y a très longtemps. En 99. D'accord. Donc oui, c'est un background de quasiment... en fait, oui, toute ma carrière, c'était du jeu vidéo et quasiment que du jeu en ligne, en fait. Enfin, par le journalisme, qui couvre un peu tout. Donc il y a eu ça, effectivement, chez Goa. Après, on faisait du matchmaking à l'époque de Counter-Strike, Warcraft 3 et des choses comme ça. Avant de lancer la 4e prophétie et puis Dark Age of Camelot. Excellent. Et... J'ai passé du temps. Ah bah voilà. C'est de sa faute. C'est de ma faute, entre autres. Mais je n'étais pas tout seul. Quoi qu'on n'était pas nombreux non plus, c'était un peu amateur. Et voilà, en 2004, après, effectivement, j'ai déménagé en Angleterre pour monter donc la filiale européenne de NCSoft. Et je suis resté 8 ans, et voilà, en octobre, je suis revenu en France pour faire monter Shiro Games. Et donc, du coup, là, tu es revenu définitivement en France. Parce que Shiro Games est à Bordeaux. Tu es revenu à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ok. Et effectivement, je sais pas, mais pour les années à venir, en tout cas, tant que Shiro Games se portera bien, oui. Et toi, Étienne, tu es modeleur 3D, graphiste 3D sur Evoland. Sur Evoland, je me suis occupé principalement de la partie 3D. Ouais. En fait, l'équipe de Shiro Games, pour Evoland, est composée de 4 personnes. Okay. Donc il y avait Sébastien qui s'est occupé de tout l'administratif et puis aussi du game design, l'édition de map. Nicolas Canas qui a fait tout le développement, donc toute la partie code. Jérémy Vitry qui a fait le design et toute la partie 2D, donc le pixel art, les UI et tout ça. Et donc moi qui me suis occupé de la partie 3D, donc modélisation, animation et effets spéciaux. Okay. Voilà. Et quel est ton parcours un petit peu du coup dans le jeu? Alors j'ai travaillé chez Monkey au départ. Ouais. Voilà, on a travaillé d'abord sur les décors de Totally Spies. Ouais. Et après lead artist sur Fort Boyard, donc Wii, et après sur d'autres jeux Wii sortis chez Activision États-Unis. Ouais. D'accord. Ok. Et donc je suis rentré chez Shiro Games en tant que modeleur 3D. Caractère artiste, et animateur.
D'accord, très bien. Quelle est la genèse du coup un petit peu d'Evoland? Je crois que c'est au départ un projet qui a été fait en 48 heures dans le cadre d'un concours. Oui, alors c'est Nicolas qui a cette habitude depuis pas mal d'années de faire un concours qui s'appelle le Ludum Dare, qui se passe 3-4 fois par an, je crois. C'est ça. Et on peut le faire tout seul ou en équipe, et il s'agit de faire un jeu en moins de 48 heures pendant un week-end, donc on dort pas en général, et on mange peu, et il y a un thème donné, donc en l'occurrence, fin août, c'était le thème de l'évolution. Et en l'occurrence, il a même pas pris 48 heures parce qu'il aime bien dormir, donc il a fait en 30 heures, lui. Graphisme, code, tout compris. Et donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il a gagné la compétition. Je crois qu'il y avait 1400 projets, quelque chose comme ça, qui ouais, était présenté. Dans les 1400, ouais. Et donc il a fini premier avec Evoland Classic. Et dans les 2 mois qui ont suivi, il a eu plus de 300 000 joueurs sur le projet, donc c'était plutôt pas mal, on va dire. Et beaucoup de gens qui demandaient soit d'en faire un deuxième, soit plus de choses à découvrir, etc. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles on s'est dit que c'était probablement une bonne opportunité pour nous de faire une suite pour répondre à toute cette demande. D'accord. Et donc le développement a été lancé en novembre 2012, c'est ça? Oui. Et vous l'avez terminé, là il est sorti en avril le jeu, ça vous a pris combien de temps à peu près? Mi-mars, donc ça a pris 4 mois plus ou moins. Ok. Et qu'est-ce que vous avez décidé de rajouter par rapport à la version classique qui avait été développée en 30 heures? On s'est posé beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de discussions. Oui, il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de possibilités différentes. Après on voulait rester sur l'évolution des jeux action RPG, parce qu'au début on s'est posé la question sur est-ce qu'on peut faire plus que ça, l'histoire du jeu vidéo en général, ce qui est très très vaste et potentiellement très intéressant, mais avec un budget de petits studios indépendants et 4 personnes pour travailler dessus, c'était pas forcément très réaliste. Donc on est resté sur quelque chose qui nous semblait assez cœur de cible et très culte aussi pour les gens qui aiment ce genre de jeu. Donc voilà, on est resté sur le type action-aventure. Donc ce qu'avait commencé Nicolas finalement, juste en poussant le concept plus loin technologiquement, en allant vers la 3D, et aussi en termes de gameplay, en rajoutant quand même quelques styles de gameplay toujours plus ou moins liés au RPG. D'accord. Par exemple, dans la première version, est-ce qu'il y avait le jeu de cartes? Non, la première version, c'était que du gameplay pur action à la Zelda, on va dire. Il n'y avait pas de tour par tour, il n'y avait pas de Diablo-like, il n'y avait pas de jeu de cartes. C'était... Alors justement, qui avait les bases, les références, qui s'est pointé en disant, ok, on va mettre un personnage qui va s'appeler Kairis parce que ça rappelle Aeris. On va mettre un méchant qui va s'appeler Zephyros. Et puis on va faire le jeu de cartes à la FF8. Qui s'est pointé avec toutes ces références-là? Alors en fait, le game design c'est très participatif chez Shiro Game, tout comme un peu la DA d'ailleurs. Donc voilà, chacun vient avec. Seb lui est plutôt un petit peu d'MMO et puis plutôt joueur PC. Nicolas et moi, nous on est plus arcade, et, plus console aussi, et puis voilà, fan de JRPG. Nico lui c'est un fan des Dragon Quest, moi plutôt que Tactical. Donc voilà, en fait ça a vraiment nourri les séances de game design, toutes les réunions. Puis ce qu'il faut dire aussi c'est que Evoland c'était un projet qui nous a permis de mettre en place les outils 3D, notamment pour les projets à venir. Voilà. C'était aussi le projet, on va dire, un peu de test, histoire de mettre en place notre flow prod, nos outils. Nicolas avait fait, il vient du web, donc il fait de motion twin, il avait fait beaucoup de 2D, un petit peu de 3D, mais voilà, c'était aussi des outils nouveaux pour, je dois dire pour un peu tout le monde, mais pas loin. Voilà. D'accord. Et donc du coup, sur le jeu aujourd'hui est disponible sur Steam et sur GOG. Ouais. J'ai eu vent de certaines rumeurs comme quoi vous aviez été approché par des gens comme Nintendo pour éventuellement sortir le jeu sur d'autres plateformes, pourquoi pas en démat sur Wii U ou sur 3DS via l'eShop. Vous en êtes où de ces discussions? Est-ce que vous avez été approché par d'autres gens encore? Comment ça se passe? On a eu quelques conversations avec Nintendo Europe. Ils étaient assez intéressés par le projet, ils trouvaient ça intéressant et ils nous avaient proposé de faire une version Wii U pour le eShop. Et sur le principe, nous, on est assez intéressés aussi. Maintenant, aussi, hein. C'est vu aussi. Déjà, parce que le jeu est sympa, et 2, parce qu'il n'y a rien sur Wii U, donc allez-y. Mais quand on a discuté de ça, on était en plein développement pour la version PC, donc on s'est dit qu'en gros, une fois la version PC finie et qu'on aurait un peu plus de chiffres et qu'on saurait où on en est, on discuterait à nouveau pour voir si on allait en faire quelque chose ou pas, sachant qu'on a aussi une version iOS et Android en développement. Oui, tout à fait, et qui arrive très prochainement. Qui arrive début mai, si tout va bien. Ouais. Ah, ok, ça c'est cool. Et quelles sont les modifications justement en termes d'interface? Est-ce que vous avez dû entièrement modifier le code? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail? Parce que je crois que vous êtes sur la version mobile depuis
quelques temps maintenant. Oui, on a commencé. En fait, Nicolas avait commencé dès le début quasiment. En parallèle, il continuait à bricoler des trucs chez lui pour que ça fonctionne. J'ai une version qui tourne là. Mais en gros, il n'y a pas eu tant de modifications que ça en fait, parce que c'est programmé dans un langage qui s'appelle Axe en fait, que Nicolas a créé lui-même d'ailleurs il y a quelques temps, qui marche très bien maintenant parce qu'il est utilisé par Google, par Zynga, donc c'est quand même un truc qui marche plutôt bien. C'est open source et c'est très facile à porter en fait. Donc du coup, que ce soit un portage Java pour Android ou un portage Objective-C pour iPhone, c'est littéralement fait en une après-midi quasiment. Alors après, effectivement, il y a pas mal de travail sur l'interface et un petit peu de réglage ça et là. Mais potentiellement, en quelques jours, on avait une version Android qui tournait, effectivement. Donc là, vous avez déjà envoyé la version à valider à Non, pas Apple, encore, parce qu'on doit quand même faire pas mal de modifications à l'interface. Enfin, pas mal, pas tant que ça, d'ailleurs. Il y a pas mal qui sont faites déjà. Des réglages de contrôle, voilà, affiner. Vous allez baisser la difficulté, bon, elle n'est pas énorme non plus Alors, dans le jeu, mais... Non, parce qu'après, on s'ennuyait après. Non, il est pas forcément, pour le coup, il est vraiment pas difficile. Si on avait éventuellement un petit reproche à faire, ce que je dis dans la critique d'ailleurs, c'est la fréquence des combats aléatoires. Alors, qui a décidé du pourcentage de fréquence Elle a pas mal changé en fait. On a beaucoup joué dans un sens et dans l'autre. En fait, la problématique avec Evoland, c'est que le concept du jeu, c'est vraiment les évolutions et comment le jeu évolue autour du joueur. C'est pas vraiment le contenu ni la difficulté. Et rajouter de la longueur à Evoland, c'est pas rajouter du contenu en fait. Parce que si on rajoute du contenu, on dilue le concept en fait et on s'éloigne du cœur du jeu. Donc on avait cette problématique-là de comment arriver à rendre le jeu, enfin à garder le concept cœur du jeu, tout en rajoutant des choses qui sont du gameplay que les gens s'attendent à trouver dans du RPG classique. Et c'était pas facile, il n'y avait pas de vraie solution d'ailleurs. Hein. Si on voulait faire un jeu qui durait 12 heures, honnêtement, c'était plus du tout c'était plus le concept évoluant, ça devenait un RPG qui évolue un petit peu de temps en temps. Donc c'était assez difficile. Effectivement, c'est un des reproches qu'on a eu régulièrement, le côté soit c'est court, soit effectivement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de telle ou telle partie, ou celle-là ça ne va bien plus quand on retourne dans le temps, ou des choses comme ça. Mais rajouter du contenu, c'est pas le concept d'Evoland au final, c'est pas le concept cœur du jeu. Parce qu'à côté de ça, il y a toute cette dimension recherche d'étoiles, et des étoiles un petit peu disséminées un peu partout, qui invitent le joueur à revenir à des endroits qu'il a déjà visités avec des nouvelles compétences qui vont lui permettre d'accéder à ces nouveaux endroits. Et puis il y a aussi, si on veut s'inscrire dans ce délire-là, il y a une petite notion de level grinding, si on veut choper des items qui sont, pour le coup, au moment où on arrive dans le village de Aogai, il me semble, un truc de ce style, il y a des items qui sont plutôt chers. Et la première fois qu'on y arrive, on n'a pas de sous. Mais même le tout premier village, je crois que quand on veut s'équiper, voilà, il y a un petit côté level grinding pour avoir un petit peu de glisse, c'est ça? Mais vous n'êtes pas fait d'ailleurs, vous avez eu des problèmes avec. Enfin, je veux dire, bon, c'est de la parodie. Mais ouais, mais tu pourras avoir Sakaguchi qui, ok, les mecs. Non, le droit français pour ça est assez cool. Enfin, voilà, à partir du moment où tu fais que de la citation ou de la parodie, et clairement, enfin, on a forcé le trait pour s'inscrire vraiment dans le cadre parodique. Voilà, c'est plutôt cool. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Le gamin hyperactif, là, qui ça, c'est super. Les différents trucs qu'on peut lire quand on cherche les armoires et les tiroirs et tout, ça aussi c'est très très inspiré. Il y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien. Moi, ça m'avait fait penser un petit peu dans le principe et le concept, je sais pas si vous y avez joué, à DLC Quest, donc qui était, ça commence un petit peu vaguement pareil, avec le concept est différent, là c'est pas de la parodie, c'est parodique, mais c'est aussi très critique. Alors vous, c'est parodique et en même temps hommage, et puis ça permet de voir un petit peu tout un pan de l'histoire, alors que là, DLC Quest, c'est un jeu de plateforme où tu débloques tes possibilités de gameplay en allant dans un petit magasin pour acheter de nouvelles choses, comme pouvoir aller à droite, pouvoir sauter, tu débloques les sons, etc. Donc du coup, c'est marrant de retrouver un petit peu des points communs entre... c'est un jeu indé qui est développé aux États-Unis, il me semble. Donc du coup, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que ce type de jeu vous intéresse? Est-ce que justement le jeu parodique, c'est quelque chose qui vous parle plus? Et pourquoi? Oui, c'est assez intéressant. Alors moi, les Quest, je connaissais le principe, mais je n'avais pas joué.
Mais c'est vrai que le jeu vidéo a tendance à se prendre un petit peu au sérieux de temps en temps. Alors pas uniquement, hein, on voit quand même régulièrement des choses un peu... Même les gros, par exemple récemment Far Cry, Ubisoft avait Far Cry 3 Blood Dragon, pète un câble, et bon, un truc assez hallucinant. Le trailer des années 80, pas mal. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est bien de diversifier un peu le jeu vidéo. Il y a 90% de la production, c'est du très sérieux et il en faut. Hein. Je suis pas contre, au contraire, je suis un joueur de ça. Mais c'est sympa d'avoir un petit peu une petite bouffée d'air frais de temps en temps et quelque chose d'un petit peu novateur, même si c'est un peu expérimental. Et je pense que ça vaut le coup. Est-ce que vous êtes en contact du coup avec beaucoup de développeurs indés? Est-ce que vous vous croisez, vous passez des versions, etc. Certains, ouais. Et en particulier à Bordeaux, est-ce qu'il y a une scène qui est assez dynamique sur à Bordeaux, il y a pas mal de monde, ouais. Particulièrement le côté amateur des Ludum Dare, des compétitions de ce genre-là. Probablement la plupart des gens de tous les studios bordelais participent à ces trucs-là. Il y a une grosse culture Game Jam à Bordeaux. Donc moi, j'en ai jamais fait parce que sachant pas dessiner ni coder, c'est mal parti. Ça limite vachement. Mais c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés à Bordeaux depuis quelques mois que je vis là-bas, ils sont tous à fond là-dedans. Donc il y a une vraie culture. Et ensuite, je crois qu'on n'avait pas tout à fait fini une question auparavant. On parlait de Nintendo, donc Nintendo vous a approché, vous étudiez les possibilités. On sait qu'aujourd'hui, avec l'annonce de la PS4, Sony a tendance à aller beaucoup vers les développeurs indés pour leur dire, bah voilà, la PS4 sera beaucoup plus ouverte, ce sera plus facile, il y aura moins de paperasse, de conneries, etc. Est-ce que vous avez été approché par d'autres gens? Et est-ce que le fait de porter Evoland sur d'autres consoles, sur des consoles, c'est quelque chose qui vous intéresse? On n'a pas été approché par d'autres gens à part donc Nintendo et pour l'instant. Sur le principe, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, la grosse problématique qu'on va avoir, c'est qu'on est 4, enfin 5 maintenant, et que on a un deuxième projet qu'on a commencé à prototyper et on a encore un peu de support à faire sur Evoland. Voilà, ça dépendra du temps. Voilà, c'est une question d'opportunité effectivement et de voilà, est-ce qu'on aura le temps par rapport à d'autres projets et qu'est-ce qu'on va prioriser. D'accord. Peut-être. Et du coup, Evoland, ça vous a permis quand même de rembourser, d'être dans le positif au niveau du coût de développement. Et ça vous a permis de vous lancer dans un nouveau truc, donc apparemment. Oui. Ça marche bien pour l'instant. La première semaine a suffisamment marché, effectivement, pour rembourser ce qu'on a investi dans Evoland et payer probablement le développement de notre prochain jeu. Donc on est plutôt content. Très bien. Le prochain jeu, on sait que vous n'allez pas pouvoir en parler énormément. Vous en êtes où exactement? Et est-ce que ce sera également un titre un petit peu parodique, délirant, ou carrément autre chose? Ou alors un jeu massivement multijoueur? Alors en termes de développement, là on en est, on commence la phase de proto, on a déjà une idée du game design, du metagame aussi, enfin du game design en général. Donc on commence à tester les contrôles et tout. On est très attaché à la notion d'arcade quand même. Des jeux qui ont un fun immédiat. C'est ce qui nous tient avant tout, plutôt que de raconter des histoires, simplement parce que on est aussi une équipe réduite, donc on veut des jeux efficaces. Qui ne soient pas forcément attachés à l'exploration. Et donc oui, ce sera multijoueur, on le sait. Ce sera très orienté arcade. L'univers sera un peu Medfan, mais on veut pas être non plus hyper classique. Ce sera un Medfan, mais un peu plus. Disons que nos premières inspirations, c'était un peu Bastion. Donc quelque chose de un peu plus fantasy et. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que c'est sur PC. Ça sera au moins sur PC. Au moins sur PC, on verra si on fait des tablettes. J'ai lu sur le site internet que vous espériez pouvoir le sortir fin 2013. C'est toujours le plan. C'est toujours le plan. Cool. Très bien. Et pour l'instant, pas de titre. Il s'appelle juste Projet X. Voilà. Projet Z. Projet Z, pardon. Pas loin. Projet X, c'est parce que c'est un jeu. C'est un jeu Team 17. C'est vrai. Qui parle. Je me souviens. Jamais joué. Exactement, parce que tu as une culture Amiga. Tout à fait. Bien sûr, pareil, moi je l'avais acheté aussi. Moi je piratais un petit peu à l'époque, mais j'étais tout jeune. Tu avais les versions originales, Thierry. Elle est où les caméras? Il avait les versions originales. Toujours, maintenant j'ai tout racheté de toute manière. Et c'est cool. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un truc qui vous tient à cœur, un message à faire passer aux spectateurs par rapport à Evoland? Ou alors, par exemple, quel est votre clin d'œil préféré dans le jeu, ce genre de choses? Toi, ce serait Diablo, je pense que c'est plus la petite face. Pour moi, probablement, même si c'est quelque part la partie qui s'éloigne le plus du reste du jeu. Mais sur le principe, c'est celle de laquelle je me rapprocherai le plus, personnellement, oui. Je sais pas toi aussi. Non, déjà, on est très content de l'accueil qu'a reçu le jeu. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, parce que, étant parodique, et puis c'est nos références, c'est nos origines aussi, puisqu'on a tous commencé plus ou moins sur des consoles 8 bits, donc
Ouais, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on est content que le public suive derrière. Et donc du coup, toi, c'est tes références sur console 8 c'était plutôt Sega ou plutôt Ouais, Nintendo? complètement Sega. Moi, Wonder Boy 3, Dragon Trap. J'espère qu'ils disent Nintendo. Non, mais il y en a, Thierry, il faut accepter. Non, mais tout le Sega, monde. c'est très bien. Non, mais c'est juste une question de culture ensuite et de goût personnel. Mais bon, sur les consoles Sega, il n'y a pas Mario, tu sais, un truc comme ça, Mario. Non, pas capable. je sais pas, faudrait que j'aille sur Wikipédia. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, pour nous parler un petit peu du développement d'Evoland. Et donc, on vous invite à aller regarder un petit peu. Est-ce que la version qui a été développée en 30 heures, elle est toujours disponible ou pas? Oui, elle est disponible sur notre site. Ouais. Donc vous pouvez aller voir sur le site Shiro Games, vous pouvez télécharger ou c'est jouable directement en ligne, donc la version d'origine, et si ça vous plaît, si le concept vous plaît, etc., n'hésitez pas à jeter un œil au jeu. Le jeu coûte à peu près 10 € je crois. Donc voilà. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.